Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va essayer, justement parce que La Réunion Léla, on va voir quelle langue on va utiliser pour essayer de se comprendre. C'est dans Cosmo Réunionnais. En passant, on va faire un crochet du côté de Michael Crochet. Bonsoir. Et qu'à le dire. J'essaye toujours de compliquer pour me dire que finalement, pourtant, la langue, c'est quelque chose de simple. Eh bien, d'abord, je voudrais dire bonjour à toutes nos moniregards de Télécréole, parce que, remercie à eux une fois de plus de donner à moi l'opportunité de parler tranquillement, sereinement, sur des choses que les fondamentalement importantes. Et effectivement, la question de la langue, posée comme ça, elle est très simple, et elle est d'autant plus simple qu'en ce moment, tout ça que nous sommes en train de discuter aujourd'hui sur la langue créole, on observe bien que là-bas dans le pays dehors, ben là, il cause aussi dessus. On l'a vu pour le YEL, hein, oui. Le grand débat sur le YEL, c'est-à-dire IEL. Bon, un grand débat, et que ça nous entend. L'Académie française, il dit attention, danger, la langue française est menacée. Oui, parce que l'écriture inclusive n'est pas une bonne chose. Donc, et c'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, dans la rédaction, dans l'écriture, dans l'orthographe, ça pose un problème. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, quand on regarde le débat là-dessus, on voit bien que 3 petites lettres IEL, il fait un grand désordre là-bas dans le pays dehors, parce que certains disent oui il faut, non il faut pas, et les questions de quoi? De la langue. Donc nous les bien sur un élément que est fondamental, que c'est un élément de l'identité que toute personne y porte en lui. Nous les porteurs d'une langue maternelle qui s'appelle le créole. Et juste là, sur le YEL, je vais juste dire aussi que ça pose un problème pour certains, parce que c'est de séparer le féminin du masculin. Oui. Pour certains, c'est bien que le masculin soit d'un côté, le féminin de l'autre, pour que ce soit clair. Oui. Et le fait qu'on est en train de mailler. Voilà, de mélanger un peu les deux, ça complique aussi. Oui, voilà. Donc, effectivement, à La Réunion, nous l'a déjà eu l'occasion de dire, nous sommes dans une situation qui est quand même unique dans l'ensemble des pays d'outre-mer, où on en a une langue régionale que les majoritaire. Donc ça, c'est un véritable zarlor qu'il faut protéger. Et c'est pour ça qu'il est important que les parents d'élèves, tout ça qui envoie les autres bonnes mamans à l'école, ils comprennent bien l'enjeu. Parce que c'est pas simplement un causement qu'il y en a dans la bouche à marmaille. Une langue, c'est quelque chose que où vit, déjà quand on est dans le vent tout le moment, ou entend, ou de parents qui causent, donc où est constamment baigné par le chanté créole, on va dire. Et ça, c'est important depuis qu'on est petit jusqu'à l'âge adulte. Vous êtes dans ce bain. Pour compliquer ça, on peut rajouter la transmission transgénérationnelle qui va jouer à un moment ou à un autre. Bien sûr. C'est-à-dire que donc c'est un élément important de l'identité du marmaille. Et juste pour mieux comprendre la situation de traumatisme qu'un petit marmaille à l'école, parce qu'on l'a dit l'autre fois, que l'on a 80% des marmailles qui rentrent dans l'école ici à La Réunion, ils ont les créolophones unilingues, je ne parle rien que le créole. Imagine si demain matin, nous basculons dans le pays dehors en France, où est dans une école, et tout d'un coup, on prend un petit marmaille qui naît en France, un petit oreille, et lui, il est propulsé tout d'un coup dans un univers complètement créolophone. Bien entendu, il va comprendre 2-3 mots, mais il va être complètement déboussolé. Il va dire, mais il ne comprend pas tout, c'est quoi? C'est ce traumatisme que le marmaïs pourrait subir ailleurs, lui subit ça ici, dans notre pays. Et c'est pour ça qu'il est très important que nous discutions là-dessus aussi. Alors, d'être perturbé parce que l'environnement scolaire à ce moment-là change de l'environnement familial. L'enfant à qui on parlait en créole, d'un coup, on s'adresse à lui en français. Donc, il perd ses repères, complètement. Il est perturbé, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il est dans le meilleur état
pour apprendre. Exactement. Eh bien, écoute, on a des bonnes lectures, parce que ce que je veux enfin dire, c'est exactement le constat que des spécialistes en linguistique ou en psychologie ou en psychosociologie fait. Quand un maman il est tout d'un coup confronté à un univers linguistique que lui connaît pas et que lui maîtrise pas, lui il est complètement déstabilisé. Et ce que est quand même extraordinaire, c'est que le rectorat de la Réunion, qui refuse d'appliquer le bilinguisme, on aura l'occasion d'apporter les documents. Dans les documents du rectorat, documents officiels du rectorat, notamment, mais si les parents ils veulent aller consulter ça sur Internet, si ça va dans le plan stratégique du rectorat pour 2021-2025. Et il en a tout un pas de porte, si vous voulez, une introduction. Et Bonnat, il dit exactement ça qu'on vient de dire. Il dit effectivement, à La Réunion, comme le mamaï, sa langue maternelle, c'est le créole uniquement, quand lui rentre en contact avec la langue française de manière brutale, etc., lui est dans un monde complètement étranger, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est un véritable choc pour ce mamaï-là. Donc du coup, lui est tellement perturbé que lui est dans une incompréhension de ce que lui dit, lui est dans un monde étranger à ce que lui vit, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui ferme sa bouche. Et vous connaissez comment les spécialistes du rectorat et les psychologues appellent ça? Ils appellent ça les enfants mutiques. C'est-à-dire que ce traumatisme que lui subit en rentrant à l'école dans ce monde-là, eh ben, il fait que le moment, il lui ferme sa bouche. Il ne dit plus rien. Il se referme parce que, un, voilà, il a du mal à comprendre, deux, il a du mal à s'exprimer. Bien sûr. Donc, il se referme sur lui-même, il se protège. Ouais. Il est recoquillé sur son oreille. Et le pire, M. Ramoudou, c'est que ce sentiment d'être un peu étranger dans ce monde scolaire-là, il crée chez lui un espèce de complexe d'infériorité qu'il marque à lui à vie. Et il pense que n'en a beaucoup d'adultes réunionnais, n'en a un peu ce que nous appelle ce complexe d'infériorité, c'est-à-dire que nous avons toujours l'impression que nous ne creusons pas bien, que nous n'est pas là où il faut. On peut aller beaucoup plus simplement. Oui. Je veux dire, regardez notre histoire, 370 ans, l'esclavage, l'engagisme, que entre 1848 et aujourd'hui, il y a, on va dire, 170 ans à peu près. 170 ans à peu près. Ça veut dire qu'il y a à peu près, si on divise par 25, il y a à peu près 6 générations, 7 générations. Notre histoire n'est pas si âgée que ça. Donc, nous portons encore les stigmates du passé. Bien sûr. Ce complexe de coloniser, pour reprendre les paroles d'Albert Memmi. Albert Memmi, il a écrit un ouvrage qui est très ancien, mais qui est important, où lui décrit ce qu'il appelle le complexe du colonisé. Et quelque part, nous l'est dans ce schéma-là, et on peut observer que souvent des fois, quand on en a une grande tablée, où on en a deux mounes un peu mélangés, deux mounes qui sortent dehors, etc., eh bien, on peut observer que nous, Réunionnais, nous n'aura plus de mal dans la prise de parole, nous sera peut-être un peu moins sur nous. Il change avec les générations, mais la génération, la mienne, eh ben, en fait, nous l'est toujours dans ce schéma, nous la peur de causer, nous la peur de dire, nous la peur même de revendiquer. Parce que c'est quand même extraordinaire de constater que dans une chose très simple que nous ne demande pas la révolution, ne demande pas l'indépendance de la Réunion, nous demande... Monsieur le bilinguisme nous demande une reconnaissance de l'identité de la Réunion. Nous rejette pas. Alors ça aussi qui est important. Il faut que nous disions. Et moi, en tant que militant qui porte ce combat-là, moi, là, jamais rencontré, Monsieur Mraoulou, un militant qui dit à moi, il faut pas apprendre le français. Moi, là, jamais entendu un militant. De toute façon, on serait mal placé pour aller dire à d'autres personnes d'apprenez. Bien sûr. La maîtrise du français, c'est indispensable. Tout à fait. Mais ce que me veut dire, c'est qu'une fois qu'on a pris le français, pour nous, c'est un outil, c'est pour progresser dans le système éducatif, avoir des diplômes, atteindre un niveau professionnel intéressant, etc. Mais au-delà,
les pas parce que ou maîtrisent le français que ou perdent ou de qualité de réunionnais ou perdent ou de qui ça nous l'est ou perdent ou tam créole. Et c'est ça que les gens, ils veulent comprendre. Nous, les pas dans le rejet ni de la France, ni de qui que ce soit, mais ils pensent que ça, il faut dire. Parce que tout le monde, il dit, ah ben des boucs comme ça, ah ça c'est un bouc qui veut l'indépendance, etc., etc. Ça, mais ils pensent qu'il faut les dire. Il faut aussi que les personnes qui créent les obstacles pour empêcher la mise en place de ce bilinguisme est beaucoup plus important. Surtout qui empêche le Réunionnais de connaître son histoire, de connaître son patrimoine. Parce que ça va au-delà de ça. C'est dans notre identité réunionnaise, dans le sens où on veut savoir quelles sont nos racines, d'où on vient. On a besoin de ça. Et parce qu'un être qui ne connaît pas ses racines, un être qui ne connaît pas son histoire, ben c'est quelqu'un qui, plus il avance en âge, plus il est perturbé, plus il est j'allais dire, déstabilisé. Et c'est pour ça que l'apprentissage du bilinguisme rentre là-dedans. C'est important qu'il connaisse comment ses parents parlaient. Oui. Il y en a toute la partie, si vous voulez. Le bilinguisme, c'est d'abord la méthode qui permet de considérer que les deux langues sont à égalité. Bon. Et on en a aussi ce que nous appelle, on a la connaissance de l'histoire. Il pense, il paraît moi tellement simple de considérer que ici la Réunion, nous en a l'histoire de France, mais il pense que officiellement, dans toutes les écoles, et sur la base d'un programme, nous devons avoir quand même l'histoire de la Réunion et des pays de l'océan Indien, un minimum. Nous sommes là à 10 000 km de la France, et en fait, aujourd'hui, nous sommes en 2021, bientôt en 2022, on n'a aucun contenu historique que l'enseignant. Alors on en a l'histoire, mais on en a aussi des choses, des véritables drames. Là, juste avant de venir, m'a tombé sur une vidéo qui concerne le Bumidum. On en a un certain nombre de faits historiques que là se passait dans notre pays, que les quand même importants, et que les révélateurs d'une souffrance, les révélateurs aussi d'atteinte à l'identité réunionnaise. Quand on prend le Bumidum, nous allons commencer par l'ordonnance 60, l'ordonnance de Bray, les enfants de la où avance sur le Bumidum. Après, où ça va sur les enfants de la Creuse. Mais M. Ramoudou remarque bien l'affaire. Qui ça la bataille pour faire en sorte que tous ces dossiers, que les importants, qui fait partie de l'histoire du peuple réunionnais, qui la bataille pour mettre ça en l'air? Des associations. Comment ça se fait que, bien entendu, quand le gâteau la fin cuire, on en a 2-3 aspects cuits de la classe politique, il court derrière, il dit, ah ben oui, c'est vrai, hein, les enfants de la Creuse, il faut que nous occupions de ce dossier. Bon, ce que je veux dire, tous les gros dossiers, et là, nous voit qu'on en a une continuité sur le plan historique. Quand on démarre depuis Bumidum, l'attaque qui? La jeunesse réunionnaise. Et moi, je soutiens l'idée que le refus du bilinguisme ici, dans notre pays, c'est une continuité. Il y en a un lien. Les pas innocents, quand on refuse le bilinguisme, c'est qu'on veut maintenir une situation que nous peut appeler de domination culturelle ou linguistique. Et ça, je trouve qu'il faut absolument que nous mettions bien les choses au clair là-dessus, de manière à ce que les parents ils voient que c'est à la fois un enjeu identitaire, un enjeu culturel, historique, et aussi c'est un enjeu éducatif. Et économique. Comment on veut faire des gens motivés pour le travail si déjà c'est une espèce de complexe qui retient les les pas à l'aise? Créer des personnes qui soient, j'allais dire, émancipées et stables, parce que c'est ça que nous n'avons pas. C'est notre capacité de nous émanciper, et c'est notre capacité de faire face. Combien de temps, rappelons-nous juste ceci, il y a combien d'années on a commencé à parler le créole sur la télé publique? Oui, bien sûr. Dans les années 90, il y a 30 ans. Oui, bien sûr. Et en plus, je l'ai vécu comme un événement. Oui. Et on retient ça comme un événement parce que ça a été difficile. Et pour avoir fréquenté les animateurs de la radio publique, ils nous disaient, on avait le consigne, pas de créole sur la radio. Oui, mais où dit ça? Mais moi, je me donne un exemple.
cette espèce d'interdiction de parler le créole, figure à où qui existe toujours dans le domaine économique. M'a pas cité les entreprises concernées, mais dans beaucoup, notamment des entreprises qui accueillent des voyageurs. M'a pas donné le nom de certaines entreprises. La consigne est donnée, ça les vérifiables, aux gens qui accueillent à l'aéroport d'exprimer azote, rien qu'en français. Alors que, on l'a bien compris, que le public qui prend l'avion, bon, on en a des oreilles que c'est en France qui revient, etc., mais majoritairement, en plus avec la continuité territoriale que l'a permis une démocratisation des voyages, donc le public, beaucoup d'agents d'escale, que les derrière le guichet, il dit azote, mais tout ça, les officieux, pas de créole au guichet. Mais, si vous voulez, il continue dans certaines enseignes, dans des grands magasins de bricolage. Vous pouvez vérifier vous-même où ça va, ou demander une affaire. Ben, on a un tas des jeunes réunionneux, ils causent avec vous, rien qu'en français. Donc moi, souvent les fois, ils me disent, ben, ou les créoles, ou ben, cause pas créole. Ah ben non, on ne peut pas. Donc on voit bien que ce que nous appelle ici de répression linguistique, ou cette volonté de dire que finalement le créole, il ne peut pas être utilisé dans le secteur du commerce, alors que, en fait, il est important, et il est tellement important que, vous l'avez remarqué que certaines enseignes de fast-food, pour faire manger à nous, ben ça qui fait de la publicité en créole. Hein? Là, il est intéressant d'utiliser la langue créole pour faire consommer à nous, pour faire surconsommer à nous. Là, il est très important. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure, dès que le néolibéralisme lui donne un secteur où lui peut faire avancer le niveau de consommation des gens, avec tous les risques qu'il crée à La Réunion, avec le diabète, l'obésité, etc., ben là, ils ne gênent pas d'autres. Mais ce n'est pas uniquement parce que je tiens la langue créole. C'est parce que j'ai envie de faire manger à nous encore plus. Et surtout, comme dit certains Dallon, faire manger à nous de la cochonnerie. Des produits de faille qualité. Qui vient d'ailleurs, qui est importé avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre et tout le reste. Voilà. Dans un pays où on en a à peu près, mais il croit à peu près 30% de personnes qui ont surpoids, 20% qui souffrent de diabète, avec toutes les conséquences au niveau de la santé, qui est absolument désastreuse. Voilà. Il nous reste 5 minutes, je crois, pour cette émission. Non, 3 minutes. Juste une question, Michael Crochet. Aujourd'hui, quelle démarche il faut que, déjà, pas seulement Michael Crochet, mais que les Réunionnais qui sont d'accord avec cette posture-là, comment vous apporter un soutien, comment faire en sorte vous amener un peu, vous dire que on est d'accord avec votre démarche. Bon, écoute, moi, on l'avait quitté un peu le milieu militant depuis quelques années. Et donc, moi, on a décidé d'apporter une ultime contribution, de transmettre un certain nombre de choses importantes à la génération future, mais modestement, hein, c'est-à-dire que moi, là, pas la prétention de résoudre tous les problèmes. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons attendre que les fêtes y passent, parce que les gens, quand même, il faut qu'ils soient un peu tranquilles pour toute cette période difficile du Covid, etc. Donc, on a un certain nombre de propositions que les très claires, très faciles à mettre en œuvre, et, mais résume en un seul mot. On en a parlé tout à l'heure, on en a un rapport qui a été fait par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il propose une étude globale réunissant le rectorat, l'université, l'ensemble des partenaires d'éducation, la collectivité régionale, que maintenant on en a des compétences dans ce domaine-là. Donc, dès le début de l'année 2022, Misran parmi nous va faire un certain nombre de propositions concrètes à l'État français, des propositions que, soit dit en passant, nous l'a fait, il fait 20 ans. Hein. Bon, donc, nous espérons qu'on ne va pas encore mettre 20 ans pour répondre à nous, mais des propositions complètes et appuyées sur des documents officiels, c'est-à-dire des documents de cette fameuse Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et il ne pense pas qu'aujourd'hui, le rectorat ou quelque institution que ce soit, il peut contester les conclusions, la recommandation numéro 18, prochain coup, on m'a donné le détail de cette recommandation, qu'elle est fondamentale, et c'est une voie ouverte vers le bilinguisme ici à La Réunion. Et je pense que nous pouvons demander, dans l'attente d'un changement des textes, peut-être qu'à titre expérimental,
toute la région Réunion et devient le cadre d'une expérimentation bilingue généralisée dans tout le premier degré. Voilà. D'accord. En tout cas, le rendez-vous est pris. On aura aussi, lorsqu'on reprendra les émissions l'année prochaine, Michael Crochet continuera à détailler un petit peu sa démarche pour que le bilinguisme soit accepté dans les écoles. Mais il est clair aussi que, au-delà du bilinguisme, il faudra aussi qu'à un moment donné, on pense à transmettre l'histoire de la Réunion aux générations qui... Il fait partie de tout ça. D'accord. Ouais. Merci, Michael. Merci beaucoup d'avoir reçu moi ici. En tout cas, pour cet échange. On espère que ça va, à un moment donné, finira par arriver quelque part et que on pourra commencer à connaître un petit peu notre histoire parce qu'on en a besoin également, je pense. Merci à vous. Non, pas merci à vous parce que là, je vais redire une bêtise. Merci, en fait. Merci, monsieur Marvel. À Michael Crochet. Nous, on va regarder un reportage. On se voit juste après. Run, c'est d'abord une pensée pour Sud Alfuma. Absolument, c'est une pensée pour Sud Alfuma puisqu'il était plus qu'un historien. Il gardait donc à l'occasion de cette date-là une façon de célébrer un 20 décembre particulier. Au-delà de son cursus universitaire, prof d'université, chercheur, et il cherchait toujours à apporter un plus vers chaque 20 décembre par le biais de son travail d'historien, par historienne, en allant vers le plus grand public. Donc il y avait les festivités, mais il y avait surtout les conférences. Et le point principal sur lequel il voulait travailler le plus, c'est passer un maximum de messages à l'occasion du 20 décembre par rapport à la population. Pas seulement une population ciblée, comme on rencontre souvent. On dit aussi que c'était un historien pas comme les autres. Donc, il avait ce sens-là d'aller vers le plus grand public pour expliquer le 20 décembre. Parce que les gens entendent parler du 20 décembre, mais ne connaissent pas vraiment le fin mot de l'histoire. Le 20 décembre, pour Sud Alfuma, et là je vais parler d'un point de vue journalistique, quand on regarde au départ, c'est historique, c'est la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020. Comment le message a évolué, comment aujourd'hui le Réunionnais doit regarder ce cheminement entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020. Entre 1848 et 2020, ce qu'il faut regarder, c'est au travers des actes qui ont été réalisés, notamment donc, par l'historien, par Sud Alfuma lui-même. Premièrement, la pose des stèles dans différentes communes. Donc, beaucoup de communes aujourd'hui à La Réunion, il y a un stèle. C'est pour marquer donc chaque 20 décembre la fin de l'abolition de l'esclavage, avec des cycles de conférences, d'explications et des manifestations. Donc, c'est au travers de ces actes-là où chacun peut constater ce qu'est un 20 décembre et la façon aussi de mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont travaillé aussi bien les esclaves eux-mêmes, qui ont subi des violences indescriptibles parfois, que les chercheurs, que l'homme de la rue, que le Réunionnais d'une façon générale. Donc, ce qui a évolué, beaucoup évolué, donc c'est ça, ce sont ces actes, la mise en place des stèles, la multiplication de conférences, revenir sur le sens du 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre? D'où viennent les Réunionnais, les esclaves qui célèbrent aujourd'hui les Réunionnais? Donc il a repris les choses à la source pour expliquer aux gens donc, ce qu'était le 20 décembre. Et il a donné un sens particulier à notre 20 décembre, parce que nous ne fêtons pas pour fêter,
il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Et où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est cette façon-là. Donc il a eu un regard au-delà de la Réunion. Il a mis en place donc, la stèle dans les différents pays d'où viennent les esclaves. Et ça, c'est important. Une façon de découvrir que les gens d'ici, malgaches, africains, indiens, asiatiques, etc., eh bien, ont une connaissance de ce qui s'est passé. D'où, pourquoi ils sont ici, sur cette terre de la Réunion, au jour d'aujourd'hui. Quelle a été un peu l'histoire. Eh bien, voilà, c'est tout ce travail de recherche mis à la disposition du plus grand nombre. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. L'organisation de grands séminaires, par exemple, où les historiens des autres pays, par exemple de la Caraïbe, des Antilles, de l'île Maurice, de Madagascar, d'Afrique, sont venus pour porter le témoignage sur ce que c'est que l'esclavage, ce que le 20 décembre. Mais ça n'est pas terminé. Il y a des films. Chidel lui-même a tourné un film sur l'esclavage à La Réunion. Voilà une façon de porter la connaissance des gens, le vrai sens de l'esclavage à La Réunion. Donc, 172 ans depuis 1848 à aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a eu un passage à vide, si on peut appeler ça comme ça, où pas grand-chose n'était dit. Alors, c'est dû quoi? C'est dû aux circonstances, à la politique, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rester dans le silence. On ne peut plus garder pour nous, par des historiens, les choses que nous connaissons. Il faut apporter aux gens, il faut former la nouvelle génération, éduquer la nouvelle génération sur ce que c'est que l'esclavage. C'est vrai pour les scolaires jeunes, mais il y a un vide entre le scolaire et le grand public, et c'est ce vide-là qu'il faut combler au jour d'aujourd'hui. Dernière question, Paul Kanagi. On voit qu'aujourd'hui, dans le regard des Réunionnais de notre monde contemporain, chacun a plus ou moins sa définition du 20 décembre. Comment doit-on faire pour que le peuple réunionnais mesure l'essentiel de cette date du 20 décembre pour hier, aujourd'hui et demain? Alors, il faut qu'il soit aussi partenaire, participant. Il ne faut pas qu'il soit mis comme observateur d'un côté. Il faut qu'il participe. Il faut qu'il soit associé à tout ce qui se fait sur le thème de la recherche, sur le thème de l'existence qui existe comme livre, comme film, résultat de recherche, qui reste dans le giron de l'université, par exemple. Il doit être un acteur. Il ne doit pas être un observateur. Il faut l'associer. Alors c'est pour cela, moi je dis, il faut populariser. Lorsqu'on parle de 20 décembre, il faut tenir des conférences, pas seulement dans des salles, mais aller sur des places publiques. Dire par exemple, les gars, ce soir nous parlons de Stalfima, nous parlons de l'esclavage, venez nous écouter. Ouvrir cette porte-là. Voilà, à mon avis, c'est le sens qu'il faut donner à la main tendue vers les autres. Cette transmission, comment doit-elle être vis-à-vis de nos jeunes? Comment l'histoire de la Réunion doit rentrer dans l'éducation des enfants de la Réunion? Alors, il faut que les services concernés et le rectorat se réapproprient un peu tous les thèmes autour de l'esclavage. Et nous sommes déjà ici bien précis, puisque nous avons tous les éléments de recherche sous la main. Donc, il y a des gens qui peuvent en parler, il y a des chercheurs, des historiens, et il ne faut pas attendre que ces gens disparaissent pour mettre au bout du jour l'esclavage dans l'éducation nationale. Oui, le ministre d'ailleurs, il est très favorable de l'éducation à ce que l'esclavage soit beaucoup plus enseigné dans tous les milieux, sans exception. Et bien, c'est là-dessus qu'il faut porter les efforts, donner la possibilité, inviter les historiens à faire des rencontres avec les élèves, les étudiants, etc. Et comme cela, donc, c'est plus un précaré des chercheurs des universitaires, mais aussi pour tout le monde.